Zoom. Nous remercions les journalistes qui prennent part à ce webinaire. Il est diffusé en direct dans le groupe privé de notre forum sur Facebook. Notre forum a organisé depuis 4 ans plus d'une centaine de webinaires pour les journalistes. La session de ce jour à laquelle vous participez est consacrée au journalisme culturel. La culture, c'est le monde de la musique, du cinéma, de la danse, de la littérature, du théâtre, de la comédie, de la photographie. C'est aussi le monde des métiers des arts de scène et des arts visuels comme la peinture, l'architecture ou même la sculpture. C'est un monde foisonnant d'actualités. Mais ce sont malheureusement des actualités invisibilisées dans les médias, sauf lorsqu'il se passe des événements majeurs. Tout le monde parle de la mort de l'icône de la musique traditionnelle malienne Toumani Diabaté, que certains surnomment le dieu de la Kora ou le roi de la Kora. De nombreux articles traitent de cette actualité et sur certains sites, ils sont mis en avant à la une. Mais pourquoi l'actualité culturelle ne prend-elle souvent qu'une place de choix dans la ligne éditoriale que lors d'événements majeurs? Pourquoi les contenus culturels ne bénéficient pas de la même attention que le sport, la politique ou même l'économie? Dans les rédactions, le nombre de journalistes couvrant le cinéma, la littérature, la musique ou le théâtre diminue. Et il y a même des rédactions sans journalistes culturels. Ce domaine étant souvent confié aux journalistes généralistes. Mais justement, comment changer ce regard? Comment changer le regard de la société sur la culture? Comment faire vivre la culture dans les médias? Comment bien traiter l'actualité culturelle? La culture, pourquoi finalement c'est important? Et encore, peut-on faire carrière comme journaliste culturel? Cette question est au cœur de ce webinaire pour lequel nous avons le privilège et l'honneur de recevoir Eva Sophie. Elle est journaliste culture et société chez Jeune Afrique. Elle est également enseignante à l'Institut européen de journalisme, au CLPJ Média et à l'Université Sorbonne Nouvelle, en tant que rédactrice en chef du portail féminin de ce magazine panafricain auquel elle a participé à la création, au lancement et au développement du site. Elle couvre depuis de nombreuses années les contenus culturels ou l'actualité culturelle. Bonjour, Madame Sophie, et merci d'accepter notre invitation pour participer à ce webinaire. Bonjour Kossi, merci pour l'invitation et pour cette présentation qui dresse un tableau peu reluisant, mais malheureusement assez réaliste de la situation, effectivement. Notre second invité est journaliste et professeur de littérature haïtienne en Haïti, bien évidemment, Monsieur Chuit Laurent Junior. Il est le rédacteur en chef du journal en ligne Écho d'Haïti. Il a collaboré au journal Le Nouvelliste et au quotidien Le National. Monsieur Laurent Junior est auteur de 4 recueils de poèmes et il a également publié des centaines d'articles sur la littérature, la danse, le cinéma et la photographie. Merci, Monsieur Laurent Junior, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. C'est un honneur singulier pour moi de prendre part à ce webinaire. Je voudrais féliciter les organisateurs et aussi nos deux panélistes, Madame Eva Sophie, qui est journaliste culture et société à Jeune Afrique, et Madame Catherine Lalonde, reporter à la culture au quotidien canadien Le Devoir. Et je suis vraiment content d'être là pour parler d'un sujet très intéressant qui interpelle les professionnels de la presse, non seulement en Haïti, mais aussi à travers le monde. Peut-on vraiment faire carrière comme journaliste culturel? Merci, Monsieur Laurent. Vous l'avez dit, nous avons 3 invités et la troisième, c'est Madame Catherine Lalonde. Elle est effectivement reporter à la culture au quotidien canadien, Le Devoir, où elle est spécialisée en art vivant, en livres et en politique culturelle. Elle signe des articles de danse depuis 2008 au Devoir et elle écrit aussi de la poésie et parfois des paroles de chansons. Nous avons alors tout de cette table ronde virtuelle des journalistes et aussi 2 poètes, des journalistes qui sont auteurs de poésie. Et moi, je me dois aussi de me présenter à vous, chers participants et participantes. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award d'IGINES sur le reportage des crises, le forum qui organise ce webinaire. IGINES, c'est le réseau international des journalistes et c'est une initiative du Centre international
pour les journalistes CFDI qui est basé à Washington. Depuis l'année 2020, nous avons lancé ce forum qui rassemble aujourd'hui plus de 3000 journalistes francophones du monde entier. Et le forum, il faut le dire, nous l'avons en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais. Et chaque semaine, depuis l'année 2020, nous organisons des sessions virtuelles, nous organisons des formations, nous lançons des bourses et nous aidons le plus que possible, ou autant que puissent faire les journalistes. Et le but, c'est de promouvoir un journalisme de qualité. Aujourd'hui, nous parlons de journalisme culturel. Et ma première question, je voudrais l'adresser à Madame Sophie. Que dites-vous à ces journalistes qui désertent les contenus culturels au motif qu'on ne peut pas gagner un grand prix journalistique avec un contenu sur la culture? Bah, je leur dirais tout d'abord que c'est faux. Je pense qu'on peut quand même gagner un prix. Et puis que de toute manière, on ne fait pas ce métier-là pour, a priori, pour gagner des prix. On le fait d'abord pour informer, pour transmettre. Et ça, c'est vraiment la base du métier de journaliste, peu importe les branches. Et j'ai envie de dire aussi que le journalisme culturel, au final, on a tendance à réduire énormément cette branche-là, alors que la culture est à l'intersection de plein de branches de l'économie, si on traite un papier industrie sur la musique ou sur le cinéma, à l'intersection aussi de la politique, que ce soit les politiques culturelles, mais aussi les politiques plus larges. Admettons, je traite une exposition sur la décolonisation, et ben forcément, je vais parler de l'histoire coloniale, de l'histoire post-coloniale, mais aussi des répercussions sur la société aujourd'hui, à l'intersection également de la société. Enfin voilà, je pense qu'il faut euh, vraiment élargir le champ et changer de perception sur ce qu'on met derrière le terme journalisme culturel, sortir de l'agenda des sorties culturelles. En fait, c'est tellement plus que ça. Il y a du reportage, il y a de l'enquête, il y a énormément de choses à faire en dehors voilà, de l'agenda culturel. C'est important que vous mentionnez ceci. Il faut changer la perception sur la culture. Et il y a énormément d'idées reçues sur la culture. On dit souvent que les journalistes culturels, ils sont accusés à tort, hein, de faire que de la publicité, qui sont en collusion avec les instituts promotionnels, qui sont souvent payés pour enjoliver l'image d'un artiste ou d'un événement, que c'est un métier un peu facile. Laurent Junior, que répondez-vous? Bon, je peux dire que ce n'est pas vraiment un métier facile, car il n'y a pas vraiment de profession facile. Il faut s'y mettre corps et âme pour non seulement pour rester dans l'objectivité, pour travailler, pour rester dans l'objectivité et pour pouvoir relayer l'information avec beaucoup plus d'exactitude. Je ne vois pas en quoi parlez-vous de facilité. Mais pour moi personnellement, je dois vous dire que quand j'ai commencé le journalisme culturel en 1999, j'avais commencé à écrire des papiers dans le plus ancien quotidien en Haïti, le Nouvelliste. Et puis par la suite, je suis rentré au Journal Le National en 2014. Mais quand je suis rentré dans le journalisme, il y avait une pléthore de belles plumes, des gens, des journalistes professionnels, chevronnés, au point que je me suis demandé, est-ce que j'arriverai à faire carrière dans ce métier? Car ça a été un métier exigeant. J'ai un ami qui est journaliste culturel comme moi, Carl-Henri Pierre, il a dit que un journal sans une page culture n'est pas un journal. C'est pour vous dire que ça a beaucoup d'importance. Maintenant, pour faire ce métier, cela, comme vous l'avez si bien dit, requiert une certaine exigence. Il faut que le journaliste soit formé. Ce n'est pas seulement celui qui va sur le terrain ou encore des activités culturelles pour relayer un événement. Non. Il faut faire aussi passer, OK, toute sa sensibilité, toute, dire au public, faire le lien entre le créateur et le public dans le but de faire sortir l'événement artistique auquel on avait assisté.
On va quitter le champ des perceptions. Et Madame Catherine Lalonde, euh, est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le métier de journalisme culturel est en crise? Il est en crise. Il est définitivement en crise. Le métier de journaliste est en crise, on le sait tous. Ce que nous, on vit au Québec, au Canada, au Devoir, j'imagine que vous le vivez aussi, c'est qu'on se débat à savoir comment devenir un média plutôt que simplement un journal. Donc, on cherche de nouvelles façons de faire ce qu'on faisait, mais ce n'est plus tout à fait la même notion très solide de porter une nouvelle ou de faire une critique. Euh, à travers ça, il y a bien sûr l'évolution des arts aussi. Effectivement, on parle de décolonisation, on parle de changement dans le financement des arts. On vient tous de lieux différents, mais ces choses-là évoluent. La pandémie qui est rentrée dans les jambes de tout le monde et particulièrement de la culture aussi, peut-être en nous faisant perdre, nous, en nous faisant perdre des spectateurs ou des fréquentateurs, je vais inventer ce mot-là, actifs. Donc, il y a plusieurs éléments de crise. Il y a la crise du journalisme, il y a la crise de la culture elle-même, il y a la crise des arts qui font bien sûr que le journalisme culturel souffre. Et je surferai un petit peu sur ce dont M. Laurent, ce que M. Laurent rappelait, c'est-à-dire quand je suis arrivée au Devoir, il y avait effectivement une équipe de spécialistes qui faisaient aussi journalistes généralistes à l'intérieur de la salle, mais qui avaient leur spécialisation. Maintenant, dans la salle même, il y a de plus en plus de généralistes et les spécialistes sont à la pige. Et ça change quand même quelque chose. Ça précarise les journalistes qui sont spécialisés et ça change la teneur même des conversations qu'on a entre nous dans la salle de rédaction, là où il y avait toujours un savoir spécifique particulier de haut niveau. Maintenant, ce savoir-là, il est plus loin, ce qui fait qu'on se nourrit moins, je pense, les uns les autres. Peut-être est-ce que c'est ma réalité à moi spécifique au devoir, mais c'est un élément qui fait que cette rigueur dont M. Laurent parlait, cette exigence qu'on a envers nous-mêmes se délite un peu et se dilue un peu. Je suis assez Euh, d'accord. Je peux me permettre de oui, rebondir. Je oui. suis assez d'accord avec Catherine. Effectivement, enfin moi j'observe en tout cas en France et je pense que c'est assez mondial une bascule depuis 2020, donc qui correspond évidemment à l'année du Covid, où les rédactions ont subi majoritairement des plans sociaux, il faut le dire, et les premiers qui ont été impactés, ça a été les journalistes culture, donc la section culture qui s'est tout simplement débarrassée de leurs journalistes. Donc en général, dans les rédactions, pour ne pas en citer, mais il reste un chef de section, et effectivement, je rejoins Catherine, les journalistes spécialistes sont des pigistes. Moi, je suis pigiste. J'ai commencé en interne à JA. Pour X raisons, j'ai fait ma route ailleurs, j'ai travaillé pour des news culturelles, etc. Mais aujourd'hui, je suis à même, je remplace mon rédacteur en chef pendant ses congés parce que il peut compter sur moi et je connais parfaitement la ligne éditoriale, alors que je suis pigiste. Donc ça traduit quand même une aberration de la situation qui est complètement, enfin voilà, c'est ubuesque. Et il y a autre chose, c'est qu'il y a aussi donc du coup une transition numérique qui a mis à mal aussi les journalistes culturels qui sont souvent réduits à des critiques culturelles, ce qui n'est pas nécessairement entièrement le cas. Et en tout cas, bon, on pourra peut-être en reparler après, mais voilà, tout ce qui est recommandations liées aux algorithmes, les critiques ciné sur Allociné, etc. Enfin, tout ça a mis à mal aussi à délégitimiser notre travail. Mais on peut combiner les deux, être à la fois journaliste culturel et faire aussi de la critique. Bien sûr, oui. Oui, bien Euh, sûr. Monsieur Laurent, j'ai lu un article intéressant sur vous et une tribune ou une conférence à laquelle vous étiez invité et vous disiez que le journalisme culturel est une profession en voie de disparition en Haïti. Sur quoi basez-vous cette affirmation? Euh, Tout d'abord, je dois dire que j'ai été effectivement invité à prononcer cette conférence à l'Image Restaurant, c'était à Delma, en 1900, au cours du mois de février 2024. Comme je l'avais dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, il y avait tellement de journalistes, par exemple Pierre-Raymond Dumas, Anaïs Chafnet, Pierre Clitandre,
Il y a aussi Hugues Terra, Fel Milce, Émilie Prophète Milce, Claude Bernard Serran. Il y avait autant de personnalités qui écrivent sur l'art et la culture en Haïti. Maintenant, 25 ans après, la réalité est différente. Ce n'est pas parce que on n'accorde pas de place dans la culture, dans les quotidiens en Haïti, ce n'est pas ça, mais c'est parce que de 1999, quand j'ai débuté, à 2024, le nombre de journalistes culturels diminue. Et puis, il n'y a pas en Haïti une école. Il y a des écoles de journalisme, certes, mais on n'a pas une formation en journalisme culturel. Par Mais il y a des exemple, médias thématiques un petit qui moment, couvrent ceux qui des font le médias. journalisme culturel, ceux qui font le journalisme culturel en Haïti, ce sont ceux qui viennent de l'école normale supérieure, qui sont passionnés de littérature, ceux qui viennent de la faculté de linguistique appliquée, ou du moins de la IERA, ou qui ont fait des études sur le patrimoine. Mais là encore, il y a un léger petit problème. On peut maîtriser les concepts sur le patrimoine, mais maintenant, il faut avoir le style journalistique pour pouvoir écrire sur ce patrimoine-là. Maintenant, et c'est notre problème. Beaucoup de ces professionnels dont j'évoquais tout à l'heure, ils ont voyagé ou ils ont laissé le pays ou encore ils sont à la retraite. Par exemple, le docteur Roland Léonard, qui est un critique musical reconnu, OK? Et aujourd'hui, on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de jeunes, de journalistes culturels qui exercent ce métier en Haïti. Et en raison de la situation politique difficile que nous connaissons depuis quelque temps, beaucoup d'entre nous se tournent vers les pays étrangers. Et autre problème, parfois ce sont les journalistes culturels qui sont obligés de payer des cartes pour participer à des manifestations culturelles qui se font en Haïti. Parfois, ce sont nous qui sont obligés d'acheter des CD pour pouvoir présenter un album de musique. Tout ça encore, ce sont des difficultés. Cette manque de je parle tout à l'heure de manque de formation, je parle également de manque de moyens. Ce n'est pas parce que la culture en Haïti est méprisée, non, au contraire, la culture dans mon pays est l'un des éléments qui tient Haïti debout. Parce que au cours de l'année, il y a tellement d'événements culturels. D'abord, il y a le Festival international de jazz de Port-au-Prince qui réunit des artistes haïtiens et de l'étranger. Nous avons après qui se fait en janvier. Après, il y a les activités pré-carnavalesques qui durent 2 ou 3 mois. Il y a les 3 jours gras. Il y a Livre en folie. Il y a Artisanat en fête. Autrefois, il y avait Musique en folie. Il y a le Festival littérature créole. Il y a Rencontre des documentaires en Haïti, il y a la Rencontre des musiques du monde, il y a le Festival international Quatre Chemins, festival de théâtre. Eh bien, tous ces événements culturels favorisent des rencontres joyeuses, des rassemblements. On est content d'être là, on est content de partager. Alors là, il faut, comme je le disais tout à l'heure, que nous ayons des professionnels capables de faire le lien entre le travail de l'artiste, du créateur et la perception du public qui n'a pas été soit à ce spectacle de danse ou encore qui n'a pas regardé ces films, même si en Haïti, nous n'avons depuis quelque temps, il n'y a pas de salle de cinéma, mais les cinéastes, les réalisateurs, ils font avec les moyens du bord, ils présentent leurs films dans des salles d'hôtel, OK? Si vous permettez, Monsieur Laurent, l'explication que vous donnez m'amène à poser une question à Madame Lalonde. Il est clair à vous entendre que les activités culturelles ne manquent pas en Haïti. Il y en a Non, ne chôme pas. beaucoup. Et je voudrais Ne chôment aussi pas. dire pour Et Madame si vous Sophie permettez, que Madame, même pas de la pandémie, même pas de la pandémie, ouais. OK, on a passé 5 mois, mais chaque jour, le National euh, offre une nouvelle publication à ses lecteurs. Et là, on m'appelle, côté, où est ton texte? Là maintenant, on est obligé même si les salles de spectacle sont fermées, même si les artistes ne se produisent pas, mais on a une redevance envers les lecteurs haïtiens. Et là, on est obligé soit d'écrire sur un livre,
de faire une recension critique, de d'écrire sur une musique, ou du moins de faire un portrait, tout ça. Parce que là, on ne chôme, on n'a pas Ouais. chômé. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Madame Catherine, il est clair que s'il faut lister, qu'il faut faire la liste des défis auxquels sont confrontés le journalisme culturel, on passera plus d'une heure, 2 heures, on n'en finira pas certainement. Mais il faut aussi aborder l'aspect solution. Comment faire intéresser la culture au journalisme? Comment susciter l'intérêt au sein des rédactions? Ah mon Dieu, quelle question piège! C'est vraiment difficile. Hem, je vais répondre par une pirouette, un peu cruelle aussi. Là où moi j'ai vu une différence majeure, bien sûr, il y a cette crise multifactorielle. Là où moi j'ai vu des différences majeures, c'est dans l'intérêt que les hautes directions portaient elles-mêmes à la culture, c'est-à-dire dans le rapport qu'elles avaient à la culture. Et selon que je croisais les patrons dans les spectacles et dans les premières ou que je ne les croisais pas, je pouvais voir qu'il y avait une ligne éditoriale très, très différente. Maintenant, vous l'avez dit, Madame Sophie le dit aussi, la culture est pourtant ce qu'on coupe en premier dans les journaux et on peut même y aller de façon plus spécifique. Souvent, on coupe d'abord le livre, ensuite les arts dits plus difficiles. Je mets des gros guillemets parce que je ne sais pas c'est quoi un art plus difficile, mais disons la danse contemporaine. Et après, ça va et souvent les écrans restent très, très couverts. La musique populaire reste très couverte. Donc, il y a cette notion de popularité d'un art ou de facilité d'un art qui rentre en ligne de compte. Je dis ça pour chercher une réponse à votre question. Comment valoriser la recherche? Comment faire comprendre? Et ça, c'est je n'y arrive pas puisque je répète ça à l'interne depuis que je suis au devoir. Comment faire comprendre que l'art fonctionne par communauté, que pour faire un bon spectacle populaire, ça prend aussi des dizaines et des dizaines de petites recherches plus difficiles à comprendre, moins accessibles, que les artistes se nourrissent les uns des autres et que tout ça, c'est des vases communicants et que comme journalistes culturels, nous participons aussi à cette culture et à cet art. Et ça, c'est peut-être un des facteurs qui fait que c'est dévalorisé. Euh, on a cette sacro-sainte notion d'objectivité. On sait tous que c'est impossible. C'est un absolu vers lequel on tend. Et je suis de plus en plus convaincue qu'en art, pour bien comprendre, il faut y avoir trempé. Il faut y avoir perdu cette objectivité. Il faut y avoir bossé un peu. Et on l'a vu tout de suite dans nos profils. Tiens, voilà 2 poètes. On ne devrait même pas couvrir la poésie puisqu'on est aussi artiste. Mais il y a cette particularité du journalisme culturel où les tenants et aboutissants, le financement des arts, c'est tellement difficile. Trouver des philanthropes, c'est tellement difficile. La création, c'est tellement particulier. La relation avec les diffuseurs, la relation avec les autres artistes, j'ai un peu l'impression que si tu n'y as pas au moins goûté, tu ne peux pas arriver à le couvrir de manière efficace. Est-ce qu'il faut aussi changer cette notion, cette vision d'objectivité? J'arriverais même pas à savoir comment commencer à parler de ce dont je vous parle là avec mes collègues politiques. Donc, grosse question. Je donne ces pistes-là plus de réflexion que de réponse, puisque je ne les ai pas. Si je les avais, je les aurais utilisées. Mais permettez que je pose cette question en même temps. Est-ce que parce que vous êtes formé à la danse, est-ce que c'est un atout pour vous? Moi, je pense que oui. Moi, je crois vraiment que oui, puis des fois, je vais même plus loin que ça. Je vais même dire que certaines formations que j'ai prises dans un entraînement qui s'appelle le Fighting Monkey, où on est vraiment dans l'action-réaction à un partenaire, c'est là que j'ai compris comment faire des entrevues hostiles en travaillant avec le corps, puis avec les émotions, puis avec le rapport à l'autre. Il y a des choses que je peux télescoper de ce que j'ai appris en art à peu près n'importe quel secteur de la vie. Mais ça, c'est peut-être ma nature, c'est peut-être la façon dont je fonctionne. Aussi parce qu'une de mes particularités, puis on revient à ce que vous alliez dire tout à l'heure, je viens de la danse, je n'ai pas été formée en journalisme. Je suis arrivée, on m'a proposé d'être journaliste, j'ai appris sur le tas, ça a été un apprentissage d'une violence incroyable. Je ne serais pas capable de le refaire, mais je l'ai fait. Donc,
pour retourner encore votre question, comment est-ce qu'on formerait des journalistes culturels? Comment est-ce qu'on formerait des journalistes spécialisés dans une école de journalisme en culture, en musique classique? Disons, ça prend la connexion avec l'art et la formation en art directement. Et c'est un atout aussi en ce sens que la formation en art reste connectée davantage sur une certaine formation classique. Donc, il y a tout ce rapport au classique, au grec, à la notion même de pourquoi on danse, pourquoi on joue, pourquoi on fait du théâtre, à ce truc d'être ensemble qui lui aussi se télescope partout. Et même dans la recherche de comment écrire pour arriver à faire un article qui touche le plus de gens possible. Nous savons, Madame Lalonde, elle est formée à la danse. Laurent Junior, il est professeur de littérature. Madame Sophie, vous voyez venir ma question. Est-ce qu'il y a des raisons qui font que vous avez choisi d'être journaliste culturel et société? En fait, je rajoute société parce que ça me tient à cœur de préciser que, en fait, quand on est journaliste culturel, on raconte la société. Pour moi, on raconte une époque, on raconte le monde, donc voilà. Mais bah, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai fait sciences humaines, donc j'ai été attirée tout de suite par la littérature, l'édition, et après est venu le format journalistique. Je me suis cherchée, j'ai hésité, voilà, entre édition et journalisme. Et ensuite, j'ai vite compris que j'avais envie de transmettre à d'autres, à des lecteurs, en fait, tout simplement, ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je découvrais. Mais c'est vrai que j'y suis arrivée par le prisme de la littérature, du cinéma. J'ai étudié à la Sorbonne, voilà. C'est loin maintenant, lettres modernes appliquées, option journalisme quand même, mais voilà, ça reste la fac. Alors, je vais vous poser à tous les trois et je vais commencer par vous, Madame Sophie, une question que je pose à tous les trois. Je ne devrais normalement pas vous poser cette question, mais c'est le thème de ce webinaire. Peut-on vraiment faire carrière comme journaliste culturel? Vous êtes journaliste culturel et vous faites carrière, mais on se dit qu'on pose cette question-là aux journalistes généralistes, à ceux qui nous suivent, peut-être même aux aspirants journalistes qui ont peut-être des idées arrêtées ou préconçues sur ce métier. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire carrière? Peut-on faire carrière comme journaliste culturel et en vivre, Madame Sophie? Ouais, voilà. En fait, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce qu'on peut en vivre? Parce que faire carrière, est-ce qu'on entend voilà, avoir un prix et le côté journalisme starisé en vivre, oui. Après, c'est au même titre que le journalisme tout court. Catherine l'a évoqué tout à l'heure. C'est un secteur, le journalisme, qui est en crise contextuelle et structurelle. Donc, je pense que ça vaut pour tous les secteurs, encore plus pour la culture qui est une branche fragilisée. Mais oui, je pense qu'on peut faire son trou, pardonnez-moi pour l'expression. C'est possible. Après, il faut s'acharner puisqu'on majoritairement on commence à la pige. Donc, la pige, c'est de la persévérance. Et moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est d'aller chercher des angles originaux, ne pas voilà, se coller peut-être à l'actualité parce que tout le monde est capable de, 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 de- de traiter une sortie, je me répète un peu, mais de prendre un peu de hauteur sur les propositions culturelles et artistiques euh, qu'on, qui se présentent à nous, et puis essayer de voir le phénomène qui se cache derrière, ou renouer aussi avec le côté défricheur, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup perdu. Vous parliez des attachés de presse, on est justement la mauvaise presse parce que on est un peu trop en connivence avec eux, mais en même temps, on nous envoie pas en reportage. Il faut quand même le souligner, c'est que les invitations presse, les voyages presse sont aujourd'hui le prétexte pour nous de pouvoir faire des reportages, d'aller en reportage. Donc, en général, on a 3-4 jours et puis on multiplie les reportages pour faire notre métier. Donc, c'est quand même important qu'il y ait ces invitations-là, et ça ne veut pas forcément dire qu'on sombre dans la connivence et le conflit d'intérêts. Mais je sais plus, j'ai perdu le fil de la question, mais je crois y avoir à peu près répondu. La même question pour vous, Laurent Junior. Et je rappelle aux participants, participantes que nous sommes déjà dans la deuxième phase de ce webinaire. Vous pouvez nous soumettre des questions que vous avez à poser à nos chers panélistes. Déjà, je vois dans la boîte privée de discussion énormément de questions et une question aussi dans la boîte tout à l'heure. Pour les confrères qui nous suivent aussi, on dirait dans le groupe privé du forum sur Facebook,
Je lis vos questions que vous posez dans les commentaires et je me ferai ce devoir-là de les soumettre aux panélistes. Mais moi, la question que je pose à Madame Sophie, je la repose à vous aussi, Monsieur Laurent Junior, puisque c'est le thème de ce webinaire. Peut-on vraiment faire carrière comme journaliste culturel et Peut-on vraiment faire carrière comme journaliste culturel? Moi, je viens d'un pays sous-développé, je peux dire oui, mais il y a vraiment beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Les journalistes culturels en Haïti manquent vraiment des moyens adéquats pour fonctionner, mais certains d'entre eux arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais paraît-il qu'en Haïti, ou comme partout ailleurs, la place qu'occupe la culture dans les médias est souvent réduite à peau de chagrin, conduisant l'écriture culturelle à s'exiler vers des médias spécialisés à l'audience plus restreinte et déjà initiée, comme la rapporte une consoeur de la presse internationale. Maintenant, comme journaliste, moi-même, je suis journaliste culturel, grâce à ma passion pour la littérature et l'écriture. Maintenant, je suis rentré dans le métier et je veux proposer au public des propositions artistiques qui le touchent, le faire vibrer, le questionnent et l'enthousiasme. Et je pense qu'à partir de là, je trouve un certain plaisir à faire ce métier-là. Et je pense que plus de 20 ans après, je suis animé par cette même passion de partager au public ce que j'ai vu dans un spectacle ou encore ce que j'ai lu dans un livre. à vous, Madame Lalonde. Il reste quelques possibilités rares. Au Québec, il y a quelques postes. On en a quelques-uns au devoir, mais c'est effectivement de plus en plus difficile. Et je ne sais pas ce que je conseillerais. Je pense qu'il faut étrangement connaître beaucoup le milieu pour arriver à proposer des angles différents, comme disait Madame Sophie aussi, pour avoir de la hauteur. Il faut comprendre également, chez nous, ce qui est intéressant, c'est justement le financement des arts, comment ça fonctionne, ces grilles d'attribution. Et là, ça devient politique. Et là, ça devient social. Et ça touche plein de secteurs différents de notre société. Mais ce sont des systèmes très, très compliqués qui se superposent et qu'il faut comprendre. Donc, une curiosité insatiable. Et c'est probablement, je ne sais même pas, ça doit être à peu près aussi difficile de faire carrière comme journaliste culturel que ce l'est de faire carrière comme artiste. Donc, c'est assez facile de faire quelques articles, pardon, quel beau lapsus, quelques articles de ci, de là, et de ne pas en vivre, mais d'avoir un revenu supplémentaire. Mais pour arriver à payer le loyer, payer l'épicerie pour les enfants, c'est une autre histoire. Alors, je ne sais pas que répondre aux aspirants. Sinon, bonne chance, c'est hautement compétitif. Il faut se démarquer et avoir une capacité de travail exceptionnelle, ce qui est de toute façon le cas du journalisme en général. C'est la phase des questions des participants et nous avons énormément de questions. Je prends au volet comme ça la question de M. Mapote Gaye, qui est journaliste sénégalais, directeur de publication d'Infomédia. Il pose la question de savoir pourquoi être écrivain est plus prestigieux que d'être journaliste, alors que plus d'un tiers des lauréats du prix Nobel de littérature sont des journalistes. La question, c'est de savoir pourquoi être écrivain est plus prestigieux que d'être journaliste. Peut-être qu'il faut enchaîner avec une deuxième question parce que nous n'avons pas énormément de temps. Ça, c'est une question que je vous laisse, cher panéliste, à qui veut bien répondre à la question. Et l'autre question de Gloria Mpagan en République démocratique du Congo, c'est que faire pour attirer plus de journalistes dans le domaine de la culture? Je pense que cette question-là a déjà été posée. Et elle demande également, est-ce qu'on doit changer quelque chose dans la façon de travailler en tant que journaliste culturel?
Pour tenter encore une non-réponse à pourquoi est-ce plus prestigieux d'être écrivain que journaliste, peut-être que c'est mon côté critique qui va ressortir, mais je dis ça dépend quand même quel écrivain on est et quel livre on a fait. Hein, pour avoir couvert l'édition et savoir tout ce qu'il y a quand même là aussi des titres et des secteurs. Je suis pas sûre que comme poète, j'ai plus de reconnaissance dans ma société que comme journaliste, même si la vision du journaliste est aussi en train d'être un peu dévalorisée ici. Donc, ça dépend, probablement parce que l'écrivain est justement en hauteur et en surplomb et choisit lui-même ses sujets. Donc, il y a toujours cette vision quand on parle d'un écrivain du créateur absolu, là où le journaliste répond aussi. Il répond à l'actualité, il répond à des commandes et on a l'impression souvent que répondre est moins créatif et moins grand que générer, alors qu'on ne génère de toute façon jamais seul et de soi-même, il me semble. Oui, puis je Monsieur- pense qu'il ne faut pas confondre deux métiers qui n'ont rien à voir. On peut être passionné de littérature mais sans être écrivain, et je pense que le journaliste n'est pas un artiste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument préciser. Euh, voilà, c'est deux métiers différents. Et c'est justement ce qui nous permet, cette distinction, elle nous permet justement de bien faire notre travail en tant que journaliste, parce qu'on perdrait totalement l'objectivité, même si, comme tu le disais, Catherine, c'est la neutralité, voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre dans le journalisme. C'est jamais complètement, voilà, gagné. Mais voilà, être journaliste, c'est pas être artiste. On donne la parole aux artistes, on transmet. Moi, je suis Monsieur d'accord Laurent, avec Sophie parce que Monsieur Laurent, oui, je j'avais suis cette d'accord, question pour vous. je suis d'accord avec Sophie particulièrement parce que ce sont vraiment deux métiers différents. Le journaliste culturel n'est pas un artiste, ce n'est pas un créateur. C'est, il est celui qui fait le lien entre le discours, la réalité, la théorie, l'expérience sensorielle, la chronologie et le processus de création. Il est là pour ouvrir des portes, donner des clés, favoriser le dialogue et ouvrir des horizons critiques, contrairement au travail de l'écrivain. Ce sont deux passions différentes, deux métiers différents. Le journaliste lui-même, le journaliste culturel, lui, il travaille au quotidien, contrairement à l'écrivain qui se concentre pour pouvoir produire une œuvre littéraire de bonne facture qui mérite des prix littéraires. Monsieur Laurent, j'enchaîne avec cette question. C'est la question d'un participant, Youssoufa Sissé. Et cette question, elle revient inlassablement. La question, c'est quelle stratégie pour aider le public à s'intéresser à l'actualité culturelle? Elle revient encore. D'autant plus que le public africain a tendance à s'intéresser beaucoup plus à l'actualité sportive. Bon, vous avez raison. Je remercie la personne qui a posé la question. En Haïti, moi, je parle surtout de mon pays, où il n'y a pas beaucoup de médias. Par exemple, nous n'avons que deux médias, le Nouvelliste et le National, maintenant qui sont en ligne, et il faut faire un plan Internet pour pouvoir accéder au contenu proposé par ces deux médias. C'est un peu difficile. Maintenant, comment intéresser? Maintenant, les gens sont beaucoup plus intéressés par le sport, particulièrement le football. Nous venons de vivre la Coupe d'Europe des Nations, la Copa América. Les gens regardent à la télévision, à travers les réseaux sociaux sur Facebook. Ils se passionnent pour les matchs. Beaucoup de commentaires se font à travers la radio, mais pour le journalisme, pour le travail journalistique culturel, c'est un travail beaucoup plus spécialisé qui s'adresse à un public d'initiés. C'est-à-dire que euh, en Haïti, pour nous, c'est un peu compliqué. C'est pas parce que les gens ne sont pas vraiment intéressés à la culture, mais la politique et d'autres problèmes économiques prennent le pas sur la culture. Et dans mon pays, c'est vraiment compliqué pour nous autres. Mais par contre, on arrive à faire un travail qui est valorisé, reconnu et salué non seulement par les artistes et les créateurs. D'ailleurs, euh,
les artistes, les opérateurs culturels nous envoient toujours des invitations pour assurer la couverture de leurs événements et dès la parution du journal, la première chose qu'ils cherchent, c'est de voir comment nous autres journalistes, qu'est-ce que nous disons de cet événement culturel que nous avons couvert la veille. La question de Élisée Razon. Étant donné que la culture est un domaine vaste, recommanderiez-vous aux journalistes culturels de se spécialiser dans un domaine particulier, comme la danse, le cinéma ou la littérature, par exemple, ou bien est-il préférable pour eux de couvrir tous les aspects culturels afin de pouvoir vivre pleinement de ce métier? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense qu'à l'époque, je sais pas, peut-être qu'il y a une génération, ça aurait été possible d'être journaliste spécialisé dans un domaine. Aujourd'hui, vu qu'il y a moins de personnes, moins de postes, on nous demande en tout cas d'être assez transversal dans notre pratique. Euh, Après, ça ne veut pas dire tout faire. Je pense pas qu'on puisse être bon en traitant et la littérature et le cinéma et l'art contemporain et le spectacle vivant, puisque, comme le disait Catherine, c'est aussi une question d'économie, de marché. Voilà, dans l'art contemporain, il y a le marché de l'art à comprendre et c'est hyper spécifique, hyper compliqué. Pareil pour le cinéma. Tout dépend de ce qu'on nous demande de traiter. Après, voilà, on peut très bien se concentrer sur deux disciplines. Par exemple, moi, je me concentre sur la musique et le cinéma très particulièrement, ce qui ne m'empêche pas ensuite d'aller couvrir une foire d'art contemporain, mais encore une fois, en dialoguant avec mon rédacteur en chef. Et ça tend à se perdre aussi, puisque voilà, quand on est à l'extérieur d'une rédaction, quand on n'a pas la chance de dialoguer avec les journalistes culturels, on n'évolue pas. En fait, tout dépend dans quel contexte on peut aussi évoluer. Si on est en lien avec nos confrères, parce qu'on apprend tous les jours de toute manière. Moi, ça fait 14 ans que je fais ce métier-là et je ne cesse d'apprendre et c'est ce qui est fascinant aussi. Donc, mais voilà, peut-être un conseil à donner, c'est vraiment de trouver des personnes ressources qui font ce métier-là et qui sont aussi là pour transmettre aussi à leur tour et échanger sur les disciplines et notre métier. Une autre question, elle est posée dans les commentaires sous la vidéo en direct sur Facebook. La question d'Elisabeth, est-ce que couvrir des événements culturels fait d'un journaliste un journaliste culturel? C'est qui un journaliste culturel? C'est la question d'Elisabeth. Je pense qu'on revient un petit peu à la réponse que Madame Sophie vient de donner, c'est-à-dire qu'un généraliste peut très bien couvrir la culture. Pour disséquer, rentrer, comprendre, analyser, il faut avoir appris à regarder. Et bien sûr, il y a la question du comment ça se fait, comment ça s'inscrit, comment ça se vend, mais il y a aussi la question de savoir lire des œuvres, je reprends mes guillemets de tout à l'heure, des œuvres difficiles. Et on n'a pas besoin, je ne pense pas qu'on a besoin de connaître profondément toutes les disciplines, mais si on a su se confronter à 2, 3, 4 œuvres qui posent des défis esthétiques, formels, et qui sont intéressantes, qui ont changé la vision de l'art et qui ont transformé notre propre regard. Après, on est capable de comprendre et de regarder d'autres œuvres, d'autres disciplines qui proposent ça aussi. On n'a pas parlé et probablement que on n'a pas besoin d'en parler, mais nous vivons ici en Amérique du Nord une grosse confusion entre la culture, l'art et le divertissement aussi. Et on se retrouve des fois à couvrir des choses qui peut-être ne devraient pas être couvertes ou pas de la même manière, ou cette fois par un journaliste généraliste. Donc, ça dépend aussi de ce qu'on couvre, de ce qu'on décide de regarder. Et je vais arrêter de réfléchir puisque je cherche mes idées en même temps. Mais il y a aussi quelle culture on couvre, quel art on choisit de couvrir.
Donc, un généraliste peut poser son regard sur tout. C'est sa fonction. Mais l'article qui va en naître va rester celui d'un généraliste. De la même manière que quand on faisait des dimanches où on était vigile, ça c'est terminé, merci. Je me suis retrouvée à faire des articles économie. C'est un peu la catastrophe. On trouve le moyen de s'en sortir et je trouve le moyen de m'en sortir en prenant l'angle le plus facile. Parce que je ne veux pas dire de bêtises. C'est ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que le journal choisit de porter? Est-ce qu'il choisit cette option? Je reviens quand même à la responsabilité de la direction en ce sens qui fait des choix. Je ne suis pas sûre que j'ai répondu non plus. J'ai essayé. Oui. Vous avez très bien essayé, très bien répondu à la question. Peut-être on tombe déjà vers la fin de ce webinaire. Et moi, la question que j'aimerais aussi aborder avec vous, c'est de savoir quelle relation entretient les journalistes culturels avec les institutions promotionnelles ou les attachés de presse. Est-ce que vous souhaiteriez en parler? Oui, bah, c'est important d'en parler. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est comment dire, c'est une relation à laquelle on ne peut pas échapper, puisque les attachés de presse nous envoient des propositions, on croule sous les propositions. En tout cas, moi, voilà, tous les jours, je reçois plein de dossiers de presse, etc. Il faut faire attention. Déjà, euh, les attachés de presse ne sont pas nos amis. Ils ont plus besoin de nous, que nous avons besoin d'eux, ou d'elles, en l'occurrence. Euh, donc, garder voilà, la posture, la bonne posture. On est journaliste et on n'est pas là pour satisfaire des attachés de presse. Garder son côté aussi défricheur, aller chercher aussi des artistes, ne pas attendre que ça tombe dans notre boîte mail. Et il y a la question du voyage presse qui, effectivement, revient puisque les journalistes culturels sont invités à couvrir des voyages, enfin, sont invités en voyage pour couvrir des événements. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de distance critique quand on accepte ces voyages presse. On peut ne pas les accepter. Le problème étant qu'on ne nous envoie plus en reportage. Et ça, c'est une réalité où très peu. Les directions voilà, estiment qu'effectivement, la culture, c'est l'enfant pauvre des journaux. Donc, ils vont privilégier les missions pour les sections politiques, éco, etc. Donc, nous, c'est notre seul moyen de partir en reportage. Quand je suis invitée via un voyage presse, j'essaie de le rentabiliser, mais pas en termes mercantiles, mais de profiter de mes 3 ou 4 jours pour aller faire d'autres reportages. J'honore mon invitation comme je peux et avec éthique. En tout cas, j'essaye. Je n'accepte pas tout. Mais voilà, faut être réaliste. Aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on ait de faire des reportages. Monsieur Je Laurent, pense que peut-être nous avons c'est une ma très bonne dernière relation question. avec les attachés de presse. Euh, Ils nous envoient des cartons d'invitation pour couvrir l'événement. Ils s'assurent que nous soyons là le jour du lancement de l'activité. Ils nous, ils nous, ils nous facilitent à avoir le dossier de presse. Et puis, le lendemain, si l'article n'est pas encore sorti, ils sont les premiers à nous appeler pour savoir pourquoi l'article n'est pas encore sorti. Mais c'est une relation cordiale, un peu harmonieuse, mais si toutefois on dit des choses qui ne sont pas trop bien, parfois ils nous appellent pour nous dire qu'ils ne comprennent pas. C'est une relation en Haïti qui est un peu courtoise, je peux dire. Euh, oui, je disais que c'est ma dernière question. La question, c'est le journalisme culturel, pourquoi c'est important finalement? C'est important. J'ai pas entendu. Bah, je me lance. Je voudrais juste poursuivre ajouter un petit complément d'information par rapport aux attachés de presse, etc. Euh, Juste ajouter que c'est pas nécessairement, ça concerne pas nécessairement que le journalisme culturel. Enfin, toutes les branches, encore une fois, ont enfin, on peut se poser la question de l'indépendance du journaliste dans toutes les branches. Des journalistes politiques qui dînent avec les mêmes politiques depuis des années, qui interviewent les mêmes politiques. Voilà, la question se pose aussi pour eux et tout est une question de distance et de posture. Voilà. Parenthèse passée.
Pourquoi c'est important le journalisme culturel? Je pense que, en tout cas, moi je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça témoigne de notre époque, parce que les artistes sont les premiers en fait à raconter le monde, à raconter l'histoire, à raconter la société, à raconter la politique. Euh, je pense que sans journalisme culturel, on passerait à côté d'un traitement de l'information. Voilà, d'un traitement de l'information. Enfin, moi, je me bats, ça fait des années que je me bats pour sauver cette branche-là, enfin, pas toute seule, évidemment, mais en tout cas, dans le journal pour lequel je travaille, je suis pas toute seule. Et c'est l'argument que je ressors à chaque fois, c'est que le journalisme culturel ou la culture est à l'intersection de toutes les branches et on peut tout raconter grâce à cette section-là. Donc, il faut la préserver. Elle est fragile, mais il faut la préserver. Madame Lalonde, dans l'échange que nous avions eu, je vous disais comme question pour des ondes supplémentaires qu'on parlerait au cours de ce webinaire à quoi les journalistes généralistes devraient-ils faire attention lorsqu'ils couvrent les sujets ou les contenus culturels et aussi pourquoi il y a aujourd'hui un déclin de la critique dans le journalisme culturel. C'est une question que j'aimerais vous poser parce qu'on est déjà vers la fin, c'est bientôt la fin, encore un petit 5 minutes si vous le permettez. On a excédé le timing prévu pour ce webinaire. Pourquoi il y a moins de critiques dans le journalisme culturel aujourd'hui? On revient à ce dont on parlait. Comme il y a moins de journalistes spécialistes, c'est difficile d'avoir un regard précis. Puis je vais télescoper avec la question précédente. C'est, je crois, peut-être que je vais dire des énormités, mais les œuvres qui vont peut-être devenir des chefs-d'œuvre et qui vont forger nos identités et nos imaginaires, nous allons les définir comme ça dans quelques décennies. Il y a un rapport au temps dans l'observation des arts et de la culture qui n'est pas du tout le même qu'en journalisme politique ou économique ou social, où là, on s'attarde vraiment à ce qui touche les gens ici, maintenant. Ce qui est la notion même d'actualité. Qu'est-ce qui vient changer notre quotidien? En art, la question se pose, mais les réponses vont arriver plus tard et même le journaliste spécialisé va avoir de la difficulté à identifier le chef-d'œuvre ou l'œuvre qui vient transformer quelque chose profondément, qui crée une nouvelle racine identitaire. C'est le temps, en fait, qui va décider. La critique sert à ça, à voir aussi à quel point on peut errer ou à quel point on peut errer parce que comme journaliste spécialisé, on est inscrit dans l'actualité immédiate. Est-ce qu'on l'a vu cette œuvre-là apparaître ou est-ce qu'on l'a ratée? C'est vraiment important. Même si on se trompe, c'est super important de voir comment ces choses-là se sont construites dans le temps. La critique est super exigeante. On parlait tout à l'heure des rapports entre l'objectivité, la neutralité, ces espèces de règles d'or du journalisme qui sont mouvantes et très difficiles à tenir. En critique, il y a un rapport exponentiel à ça. Sur quoi je me base pour juger d'une œuvre devient forcément subjectif, peu importe le bagage d'œuvres vues, peu importe le nombre d'histoires, de cours d'histoire de l'art que j'ai fait. Donc, ça vient jouer avec ça. Il reste aussi un rapport service-client à la critique qu'on oublie. Hein, il y a un journalisme de service dans ça où je suis quand même en train de dire aux spectateurs, ça vaut la peine selon moi que vous vous déplaciez ou pas. Et là encore, il y a un frottement entre ce surplomb, cette hauteur-là qu'on cherche à avoir et ce côté très, très, très terre-à-terre, très consommateur. Donc, comment jongler entre tout ça? Les artistes prennent souvent la critique personnelle. À qui je m'adresse quand je fais une critique est très important, surtout pour des arts où il y a peu de public. Souvent, on s'adresse à plusieurs personnes à la fois. Et ensuite, ben, c'est ça, c'est aussi le rapport au lecteur. Comment amener les gens à les lire? Pour moi, c'était plus facile quand tes critiques étaient en papier
étrangement, où j'avais des gens, et je me le faisais dire souvent, qui tombaient sur mes critiques danse parce qu'ils accrochaient sur le titre ou sur une phrase, puis qui m'écrivaient en me disant « J'ai pas vu le spectacle, mais j'ai beaucoup aimé votre critique. » Et je pouvais me dire « Ah voilà, peut-être que dans 5 ou 6 articles, cette personne va aller voir un show de danse pour la première fois de sa vie. » Peut-être pas. Maintenant, nos critiques sont toutes numériques pour aller plus vite, parce qu'on fait plus de recast, on fait plus de reprises des formes d'imprimerie, c'est trop exigeant pour tout le monde. Mais ça veut dire que personne ne tombe par hasard sur une critique de danse. Les gens doivent cliquer. Et il faut déjà avoir un intérêt de lecteur pour se rendre jusque-là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation? Je ne sais pas. Je prends moi-même plaisir à ce webinaire. Les discussions sont très intéressantes et je découvre encore moi-même de nouvelles choses. Mais il va bien falloir qu'on s'arrête. On a excédé encore une fois le timing. Et pour finir, Madame Sophie, en 2 ou 3 mots, de quelle expertise ont besoin les journalistes culturels ou les journalistes qui voudraient s'aventurer dans cette thématique, se spécialiser Ouais. en journalisme culturel? Bah, de l'appétence, hein, évidemment, pour la culture, ça paraît Bah, évident, mais c'est essentiel, de la curiosité. Euh, et puis, en fait, ça rejoint, je pense, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est que la culture, c'est le monde des idées. Et c'est le monde de la réflexion, et c'est une réflexion permanente, mouvante. Et comme tu le disais, Catherine, dans 5 ans, dans 10 ans, on se rendra compte qu'on a participé à un moment de l'histoire de l'art, à un moment de, que sais-je, mais voilà, c'est le monde des idées. merci, chers panélistes. Nous venons de perdre Monsieur Laurent Junior. Je suis convaincu que c'est la connexion Internet qui a fait défaut. Mm. Merci certainement. Merci encore une fois. Merci pour ces échanges d'une qualité extrême. Merci surtout pour aussi l'intérêt des participants. Merci aux participants, participantes pour les questions que vous avez posées. Ces questions qui démontrent votre intérêt pour le sujet, votre intérêt pour le journal culturel. Nous en avons reçu beaucoup aussi dans les commentaires sous la vidéo en direct dans le groupe privé, des réflexions que font les journalistes sur ce métier, certains qui disent que c'est aussi dû au fait que les formats ont changé, il faut trouver un format, comment défier par exemple les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus d'influenceurs aussi qui s'amènent maintenant à couvrir en live les activités culturelles. C'est devenu vraiment un enjeu majeur pour les journalistes et c'est un monde où il faut que le journal culturel puisse trouver sa voie. On n'en finirait pas puisque c'est un sujet très intéressant et important, il faut le dire. Je demandais aux panélistes, le journal culturel, quelle importance la culture ouvre nos imaginaires, c'est une identité. Cette question ne devrait pas normalement être posée, mais il faut la poser pour que les journalistes aussi qui disaient le journalisme culturel puissent savoir que c'est vraiment important et la culture, c'est la vie, c'est le monde. Merci encore pour votre disponibilité. Nous avons dépassé les 45 minutes, mais vous êtes là, vous n'êtes pas parti. Pour moi, c'est un plaisir et je vous dis merci.